Aujourd'hui, Anthony va nous faire la visite de leur ferme collective. Ce sont 5 familles réunies autour d'un même objectif. Ils ont loué un terrain pour y produire de la nourriture. Après quelques années seulement, ils produisent déjà 100% de leur consommation de viande. Nous allons faire le tour de leurs installations. Oui, bienvenue à tous. Donc, c'est ça, la fermette d'Antoine Mirabel, en fait, c'est une coopérative, on pourrait dire, de 5 familles qu'on s'est unies en 2019 pour s'autosuffire autant en viande qu'en légumes. Donc, ça a commencé à la base, on a fait des lapins, puis là, ça a grossi. Au début, on était juste 2, puis par la suite, on a greffé des voisins, des amis. Maintenant, on fait des bœufs, des poulets, des poules, des dindes, des cochons, puis des lapins. Puis ton terrain, dans le fond, t'es loué. Hein? Oui, exactement. T'es sur un terrain loué de 100 000 pieds carrés, c'est ça que tu me disais? Tout à fait. Donc, on a presque, je pense, c'est 99 800 pieds carrés exactement qu'on a. Puis, à l'époque, c'était un maraîcher qui était ici. Puis, quand il a quitté, j'ai été voir le propriétaire qui sont juste pas loin, c'est les jardins Saint-Canut ici. Puis, je leur ai offert d'entretenir la ferme, d'entretenir le terrain en échange d'un bon loyer modique pour pouvoir poursuivre notre mission d'autosuffisance alimentaire. Donc, en plus de se nourrir nous-mêmes, on donne beaucoup de formations aussi sur place à tous les gens qui aimeraient ça partir un peu, une certaine autonomie ou juste pour le plaisir. Donc, depuis l'année passée, je donne des formations. Ça fait à peu près 60-70 personnes que je forme. Puis, j'ai fait la consultation de 3 familles qui ont parti à 100% en autosuffisance alimentaire. OK, cool. Puis vous êtes, c'est ça, 5 familles. Puis dans le fond, vous êtes surtout autosuffisant au niveau de la viande. Ouais. Puis une petite partie aussi au niveau de la production de légumes. Oui, exactement. Je dirais, comme on disait tantôt, c'est pas mal plus facile de faire de la viande que des légumes. Oui, ouais, c'est ça. Mais tu sais, présentement, là, si tu veux venir voir, ici, c'est une petite partie de notre jardin. On fait surtout ce qui se conserve le plus. Donc, de l'oignon, de l'ail, des tomates, du chou-kale, des poivrons. Là-bas, on va aller voir aussi, j'ai des tomates, des patates, d'autres oignons, des framboises aussi, des aubergines, des cantaloupes, des citrouilles, des courges surtout aussi. OK. Donc, c'est ça. Mais si je veux dire, en légumes, là, sérieusement, on est à peu près à 30 de notre consommation parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là. On est tous des travailleurs à temps plein la semaine. Ouais. Fait qu'on se sépare surtout la tâche le matin puis le soir. Donc, moi, je m'occupe de tous les matins. OK. Parce que ça prend quelqu'un qui a un visuel toujours sur les animaux. Là. C'est quand des fois les comportements changent. Puis si je les vois juste une fois sur 5, une semaine sur 5, on ne peut pas tout détecter. Puis toutes les autres familles se séparent les soirs. OK. Donc, ça fait en sorte qu'on peut prendre des congés, on peut partir en voyage sans stresser sur la ferme, comme souvent des nombres d'agriculteurs qui travaillent 7 jours sur 7. Oui, c'est ça. D'habitude, tu peux pas te permettre des vacances, mais là, en étant 5 familles... Non, c'est ça. Puis je me suis inspiré d'un gros groupe, c'est en France, qui font ça. Eux, ils sont, je pense, une dizaine. Mais ils font de tout, là, puis ils vivent à 100% de leur ferme. Je m'avais inspiré de cette vidéo-là, il y a à peu près 3 ans. Non, 4 ans même. Ça fait depuis 2019 qu'on fait ça ici. Puis c'est ça, on s'inspire vraiment des façons de faire d'antan, mais avec le savoir d'aujourd'hui. Donc, aucun insecticide chimique, aucun engrais chimique non plus. Donc, on peut le voir, on a assez d'animaux pour produire assez de fumier. Donc, comme exemple, les bœufs, là, quasiment chaque jour, je ramasse les bouses à terre. Là, je les éparpille dans les rangs directement. Là, on n'attend pas de composter ça, on l'éparpille direct. OK. Puis pourquoi qu'on fait autant d'ail, c'est j'ai découvert que ça pouvait régler bien des problèmes chez les animaux. Exemple, nos poulets, à m'emmener, on avait beaucoup de toux puis des coulements nasales, puis il y avait des morts qui commençaient à sortir. Puis je voulais pas payer un vétérinaire pour ça. Je voulais pas non plus perdre tous nos poulets. Ouais. Puis je me rappelais que quand j'avais fait une entrevue avec un vieil agriculteur là, de 90 ans, lui, il me disait que son père, c'était tout le temps de l'ail puis du thym qu'il utilisait. Je me suis dit, je vais l'essayer. J'ai pris de l'ail, j'ai fait sécher, mis ça dans la nourriture. J'ai mis du thym frais dans leur eau aussi. 2 jours après, plus rien. Tout était guéri. Ouais, ben Justin Rhodes, c'est ça qu'il fait aussi. Il fait un boost, là. Il met ça dans l'eau. De l'ail, du thym, puis il met aussi un peu de miel. Là, pour, OK. Oui, c'est antiseptique du miel aussi, c'est vrai. Je ne l'ai jamais essayé, mais c'est sûr, que je vais l'essayer. Oui, fait que maintenant, presque tous nos animaux, on fait de la prévention. De temps en temps, là, je vais faire sécher de l'ail, granuler ça, mettre ça dans la nourriture. Puis sérieusement, ça va faire 2 ans. Là, on n'a plus aucun problème ici. Là. OK. Dans tes poulets, dans le fond, t'es parti là, sur de la Chanticleer? Oui, exactement. Donc, au début, on faisait du poulet Ross. Parce que c'était le plus simple. Poulet de chair traditionnel, là, blanc. Oui, qui devient hyper méga gros en 2 mois, qui se casse les pattes parce qu'il n'est pas supposé grossir aussi vite. Là. Mais on a voulu se détacher un peu de ça, devenir un peu plus, faire plus de poulets, par exemple, fermiers. Donc là, ils sont un peu éparpillés sur le terrain, mais on a une 50aine de poules Chanticleer qui dans viennent... le fond, tes élèves en liberté. Oui, exact. Puis ça vient tout de chez Maître Poulier, là, pas loin d'ici, dans la Naudière. On a été chercher 2 coqs ailleurs.
Mais là, il faudrait avoir plus de coques aussi, là, parce qu'on dit généralement, il faut un coq par 8 à 12 poules, généralement. Ouais. Puis là, t'en as combien, tu disais? Là, j'ai 62 poules au dernier compte, mais elles sont pas toutes en âge de pondre. J'en ai une dizaine qui sont dues. Ils sont toutes de ce printemps, dans le fond, c'est ça, à peu près? Oui, ça? exact. Là, en fait, j'ai commencé cet hiver avec Maître Poulier. J'en avais acheté, je pense, une vingtaine. Puis j'en avais acheté aussi des plus adultes. Puis après ça, on a commencé à incuber nos œufs. Fait qu'on est rendu à 3 générations ici là, de poules. Puis l'été prochain, mais qu'ils soient tout en âge de pondre, on va changer toutes nos coques pour pas avoir de consanguinité, pas de problème, c'est ça. pas C'est rien. ça qui est le fun avec les voleurs, tu changes rien que le coq, puis t'es bon pour un bout. Puis j'ai testé de quoi aussi, là, parce qu'on se prend un peu comme des scientifiques, on fait beaucoup de recherche et développement. Ouais, ben chaque ferme est expérimentale. Non, c'est ça. Puis avec Dominique Lamontagne, j'avais appris dans une de ses formations qu'on pouvait fonctionner par stabulation dans un poulailler. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on rajoute un peu de paille ou des feuilles mortes. Ou de la ripe. Là, oui, exact. Mais j'aime moins la ripe de cèdre parce que ça prend du temps à se décomposer. Ouais. Mais avec Dominique Lamontagne, j'ai appris justement à prendre un déchiqueteur à feuilles puis à faire sa propre ripe avec les feuilles. Mais bref, tout ça pour dire que nous, on vide le poulailler juste 2 fois par année. Pendant tout l'hiver, exemple, on a accumulé, c'était à peu près 1,5 pied là, facile là, de foin, de paille, de ripe et tout ça. Puis ça chauffait naturellement parce que ça commençait à fermenter par en dessous. Puis ça crée comme une flore bactérienne positive pour la santé, parce qu'on sait qu'il n'y a même pas 1% des microbes qui sont malsains pour la santé. Fait que ça fait en sorte que si, mettons, un autre microbe arrive par rapport, mais il ne peut pas s'installer parce que tout est déjà peuplé. Ouais, c'est ça. Fait qu'on l'a testé depuis 1 an, puis on n'a eu aucun problème, aucun parasite, aucun pouls, aucune maladie. Donc, je confirme que ça marche. Comme là, on l'a vidé dernièrement, puis là, on va repartir jusqu'à cet automne. Cet automne, on va leur vider pour réaccumuler l'hiver. Puis ça fait ça, on sauve sur les frais. On a jamais. Non, une fois, j'ai appelé le vétérinaire, c'était pour les bœufs, là. C'est pour faire les sabots, mais à part ça, j'ai jamais appelé le vétérinaire ici. Ouais. Ouais, puis c'est aussi moins d'entretien que de vider tous les jours. Ou il y en a qui ramassent un peu tout le temps. Là. Ouais, à un moment donné, faut pas être trop fêlé sa propreté. Parce que, Non, je veux dire, c'est des animaux. Là, ça boit pas la même eau que nous autres non plus. Là. Non, exact. Puis là, je fais des tests. J'en ai une à droite qui couvre. Là. C'est une des plus vieilles. Fait que, on va la laisser aller. Là. Je sais qu'ils ne sont pas réputés Chanticleer pour couvrir, généralement. Mais elle, je vais la laisser aller. On va voir ce que ça va donner. Puis dans le fond, ils ont un accès là aussi pour sortir ces grillagés. Ça doit être plus pour l'hiver, c'est ça? Oui, exact. Ça, c'est une volière, on va dire hivernale, parce que l'hiver, on réouvre quand même la porte, mais ils sortent rarement. Ouais. Fait que pour avoir plus grand, parce que j'avais dans une optique justement d'avoir une 60aine de poules, ben ils ont accès aussi l'autre bord, puis il y a une porte de sortie aussi en arrière. OK. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, un truc qu'on a, c'est la terre de diatomée aussi. On fait des bains de terre de diatomée, glaçante, du sable. Sinon, ils trouvent bien des spots là, sur la terre pour se faire des bains de sable. C'est le terrain. Là, tu me disais aussi, dans le fond, que tu es en train de faire des tests un peu au niveau du désherbage avec tes volailles. Ben oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps consacré ici. Puis on aime ça aussi, prendre du temps pour nos familles. Donc là, j'ai planté plein de sortes de légumes. Parce que sur Internet, on trouve les informations, mais des fois, ça se contredit. Fait que je me suis dit, je vais le tester moi-même. Donc jusqu'à maintenant, là, les poules vont toutes désherber sans manger les tomates, l'ail, l'oignon. Puis j'ai même des poivrons qui n'ont pas touché. C'est pas des poivrons, excuse-moi, des piments forts. Okay. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont dû y goûter une fois et ils n'ont pas trop aimé. Mais jusqu'à date, c'est ça. Mais les cocombes, les haricots, on oublie ça. Les poivrons aussi doux, on oublie ça. Ils mangent tout le plant. Fait que je pense que ça va être réservé pas mal accès aux poules pour ces plantes-là. Puis plus loin là-bas, on a les patates, excuse-moi. Ouais. On a des framboises, comme je disais tantôt, là, des courges, des citrouilles. Puis encore là, on le sait, les fameuses bébites à patates, c'est un peu l'enfer de tout agriculteur. Mais on a trouvé la méthode, c'est nos enfants qui vont tout ramasser à chaque jour. Ouais, puis tu leur fais faire une compétition, c'est ça? Ouais, comme dans le temps, tu sais. Moi, je me souviens, quand j'étais petit cul, là, mon père m'envoyait à chaque jour dans la champ de patates. Il fallait que j'aille ramasser, là, puis je pouvais avoir une pièce si je remplissais un bol complet. Fait que ça ressemble un petit peu à ça, là, vois-tu. C'est pas 100% de notre consommation qu'on est capable encore de produire, mais on a 6 rangs de patates. D'environ, c'est quoi? C'est à peu près 60 mètres, je dirais. Mais tu sais, comme là, on commence à cueillir des grelots. Puis après ça, à l'automne, quand on fait la grosse récolte, on met ça dans notre chambre froide. Puis on a à peu près là, je dis qu'on va en avoir à peu près jusqu'au mois de décembre, janvier. OK. Mais parce que je voulais pas y en faire trop grand non plus, parce que quand tu penses trop grand, il faut que tu commences à t'équiper plus, puis c'est plus de temps. Donc, on essaie de trouver un équilibre dans tout ça.
Ouais, ben y aller graduellement. Là. Comme tu dis, c'est en 2018, je pense, que ça a commencé. 2019. 2019. C'est notre première année qu'on ouvre au public, là, présentement. OK. Puis là, ben, c'est ça ici, c'est tous des petits fruits, des bleuets, des framboises. Là-bas, j'ai beaucoup d'oignons. Puis je fais aussi beaucoup d'arbres. Parce qu'on a dû couper quand même quelques arbres ici quand on a fait le ménage. Puis moi, je veux tout remplir Faire les bords une de haie route. brise-vent, ouais, c'est ça, tu as commencé, je pense. Oui, exact. Mais tu sais, je vais faire au moins un 10 pieds de genre de petite forêt de chaque bord sur tout le bord des routes. Un corridor écologique, dans le fond. Oui, puis replanter des arbres sur le terrain un peu partout pour faire des zones ombragées pour créer un microclimat. Un peu parce qu'on se méfie des canicules. On sait que ça va venir de plus en plus souvent, de plus en plus chaude, puis de plus en plus longue. Donc, notre but, c'est vraiment de se créer un environnement plus humide un peu. Grâce au ruisseau en bas, ça nous aide beaucoup. Mais pour éviter justement de devoir arroser manuellement. Oui, parce que aussi, tu peux le dire, là, ton eau, dans le fond, tu n'as pas d'accès à l'eau ici. Non, on transporte toute notre eau. Je te montrerai ça tantôt. Là. C'est un petit setup qui pourrait inspirer bien des gens. Alors, au début, on était à Chaudière. Puis après ça, prends un petit seau, prends un petit tonneau. Puis là, finalement, je me suis fait un gros setup sur trailer. Je te montrerai ça dans pas long. Un IBC 1000 litres, puis tu peux tu le remplis dans le fond chez vous. Puis on est rendu au sec des abeilles. Ah, cool. On va aller voir ça. Ben oui, t'es pas allergique? Ah, non, non. Excellent. Fait que c'est ça, là, j'ai ressemé en mille puis en trèfle vraiment partout. Justement dans l'optique d'avoir du trèfle là, pour les abeilles. Mais il faut... Oh, il me dit bonjour. Fait que ça, c'était vraiment par pur plaisir. En fait, on a découvert... on a rencontré... Ben mon ami a rencontré un professeur qui donnait beaucoup de cours à l'époque sur les abeilles. Puis il est devenu un peu notre mentor, là. C'est le pro des abeilles, puis il nous accompagne dans chaque étape depuis qu'on est rendu avec des ruches. Là, on a rajouté une hausse dernièrement pour faire plus d'espace, parce qu'on est parti d'un nuque. Okay. Puis en plus, d'encourager la pollinisation ici, je me dis qu'il faut quand même sauvegarder cette abeille-là qui a de la misère. Puis, c'est sûr, on a beaucoup de problèmes. Exemple, le varroa, là, qui est un peu partout dans le monde maintenant. Mais il y a des façons écologiques de le combattre. Fait qu'on fait encore là, des tests, ça, ici aussi. Là. Ouais. Ils sont dans une haie de topinambour. Oui, c'est une haie naturelle. C'est pour éviter que les gens les voient trop aussi. Mais ça fait cool. Ça, c'était un problème. On était envahi partout avant de topinambour sauvage. Là, on commence à avoir le contrôle tranquillement. OK, c'est du topinambour sauvage? Oui, les bulles, là, ils se mangent... c'est des petites bulles, là, des petites sont racines. tout petits, ouais. Oui, c'était là avant qu'on arrive. Mais... OK. Puis les cochons, ils aiment ça, ça? Oui. Quand je vais décider d'en faucher un peu, là, je leur donne tout ça, puis les cochons, ça mange tout ça. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'on leur donne pas, c'est de la viande. Ouais, non. L'idéal, c'est mieux pas. C'est ça, comme je te disais, on est paresseux, mais on essaye aussi d'être, comment dire, très productif. Efficace. Fait que, comme tu peux voir, nos ailes ne sont pas semées conventionnelles. Dans le fond, on arrache, à chaque année, on va arracher 50 puis l'autre 50 on fait juste le laisser en terre. Fait que ça va se repeupler en grappes, on pourrait dire, comme un peu de l'ail sauvage. Parce que dans le fond, ils sont vraiment proches, c'est ça? Ouais. OK. Mais l'optique, c'est vraiment juste d'avoir le moins de temps possible à consacrer dessus. Puis oui, on le sait qu'on n'aura pas des grosses bulles, de méga bulles. Mais nous, le but, c'est justement d'être efficace puis de repeupler tous des gros rangs complets d'ail sans avoir tout le temps à les replanter. Puis à date, ça fonctionne bien. Puis j'avais vu, je pense que c'est Gourmet Sauvage, que lui allait cueillir de l'ail sauvage en Colombie-Britannique, puis il disait que c'était des grosses cette méthode-là, OK. Oui. Donc, on essaye ça. Comme les oignons. Les oignons, on les laisse virer on en laisse virer en graines la deuxième année, puis après ça, on le laisse ressemer dans le rang. Puis ça fait ça. On a beaucoup moins de temps à passer dans le jardin parce qu'on est quand même assez paresseux. Là. On n'a pas beaucoup de temps à mettre ici. Non, c'est sûr. Fait qu'il faut que ça soit efficace, puis il faut que ça produise. On peut peut-être regarder juste ton installation pour l'eau? Ben oui. Donc, comme je disais, je remplis ça avec les pompes. Fait que c'est vraiment là, bien simple. C'est une petite... avec une valve à l'intérieur, un bol avec une valve. Tout marche par gravité, dans le fond? Exactement. Puis ton sel aussi pour les minéraux? Oui, pour les bœufs, parce qu'ils sont nourris qu'au foin et à la drèche de microbrasserie. OK. Dans le fond, on s'est créé un peu une communauté dans la région. Là. On a des microbrasseries qui nous fournissent de la drèche, des commerçants qui nous donnent des restants de légumes puis de fruits. Puis, comme exemple, l'automne, on fait des messages sur les spotted, puis tout le monde vient porter leur citrouille, leur courge, leur paille. Tout le monde vient porter ça ici. Oui, toute la matière organique que tu peux prendre. Puis, Oui, puis c'est pas mal les cochons qui sont bien heureux. Surtout les graines de courge, ça nettoie les systèmes intestinaux. Donc, en même temps, ça fait une petite médecine. Oui, ça aide.
Puis ton eau n'a pas le temps de changer de couleur pantoute, même si... En fait, j'ai pris c'est pas un vieux truc, là, c'est assez moderne, là, mais je mets une goutte d'eau de Javel par litre d'eau. OK. Fait que même si c'est de l'eau de la ville que je prends, mais ça va quand même aller toute la désinfecter. Puis, tu sais, ça boit quoi? Je dirais 20 litres ça, par jour, 15-20 litres un bœuf. Ouais. Donc, tu sais, je te dirais, ça dure une semaine à peu près, le 1000 litres. Puis, une fois de temps en temps, je vais le rincer à hausse à pression à l'intérieur. Là. Mais non, j'ai pas d'algues qui se développent ici. OK, ouais. On est assez chanceux, mais éventuellement, j'aimerais ça quelque chose de fermé. Parce que ça coûte bois. quand même cher aussi, tu sais, tout noir, là, tout opaque, là, comparativement à ça. Là. Non, c'est ça. Fait que le but, ça va être de faire un abri autour là, pour vraiment tout bloquer la lumière, mais qu'on ait le temps, une chose à la fois. Parce que comme là, les bœufs vont être transférés dans le gros pâturage que tu vois là. Oui, qui est en train de se faire. Dans le fond, il manque ta clôture électrique, c'est ça? Oui, on manquait des pièces, mais d'ici 2-3 jours, ils vont être transférés l'autre bord. Puis ils vont être pas mal plus heureux. On va continuer à donner du foin. Puis j'ai remarqué un bœuf ne va pas brouter jusqu'à la racine. Il va brouter à peu près jusqu'à 3 pouces. Ouais. Fait qu'on espère qu'en ayant, je me sais plus quoi, on a le pied carré, je pense, on a 50 000 pieds carrés de terrain pour eux en pâturage. On espère qu'avoir du foin à volonté, ils vont quand même... Que ça va pouvoir avoir le temps de repousser, puis ça va Ouais. tout le temps être... Si on va regarder ça, est-ce qu'on fait un enclos dans l'enclos, puis on ouvre les accès de temps en temps? Là, on va examiner ça. Peut-être en faisant des divisions. Je pense que surtout le problème, ça va être s'ils mouillent beaucoup comme il a mouillé, là, avec les... Oui, ils vont tout boiter. Oui, tout sûrement piétiner. certains endroits. Fait que c'est ça. Là, c'est ça qu'on avait en tête, là, acheter des clôtures amovibles en métal, puis pouvoir justement les contrôler de même. Tu sais, c'est de l'essai-erreur ici, puis j'ai pas trouvé de formateurs, de formation, de gens expérimentés en production petite échelle de bœuf. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de gens avant de me lancer dans ce projet-là, puis c'est tout à coût de 50, 60, 100 bœufs qu'ils font, donc c'est pas les mêmes techniques qu'ils ont. Ouais, puis c'est pas la même surface de terrain. Habituellement, ça va être beaucoup plus grand. Exact. Mais tu vois, justement, dernièrement, j'ai commencé à avoir une vague de gens qui s'est venus en formation pour les cochons. Puis c'était tous des gens qui étaient dans l'industrie porcine, qui produisaient des 20, 50, 100, 150 000 cochons par année. Puis ils ont tout vendu, ils ont tout lâché. Puis là, ils se lancent dans le conventionnel, vraiment comme d'époque, là, en faire 15, 20. Mais ils ne savent pas comment faire des petites productions. Ils disent, tu sais, nous, on est habitués aux grosses machines, tout est automatisé. Et là, tu arrives sur des petites superficies. Là, il y en a qui veulent faire justement par package, puis changer de place à chaque semaine. Ouais. Puis ils disent, on ne sait pas comment. Fait qu'ils viennent en formation ici. C'est drôle, ça. Ouais. Ouais, mais on apprend de toutes les places. Là. Ouais. Même du gros conventionnel, on va apprendre, c'est certain aussi. Ben oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas beaucoup de trucs qui s'appliquent à nous parce que c'est tout soit automatisé ou tout le temps des antibiotiques à fond parce qu'ils sont tout le temps dans un petit enclos. Puis... Ouais, c'est comme en vase fermé. Là. Ouais, pour être heureux, il faudrait qu'il y ait 1 mètre par 1 mètre, puis un cochon, ça se posait être heureux là-dedans, mais pas partout. Justement, on pourrait aller voir nos petits cochons en élevage. Dans le fond, pour bien manger, en ce moment, on a 1,5 cochon par famille en général par année. 1 à 2 cochons par année. OK. Puis, tu sais, dans les familles, il y a combien d'enfants, combien de personnes? On a toutes entre 1 et 2 enfants. OK. Fait que ça fait 100, je pense qu'on est 6-7 enfants en tout. Puis, tu sais, il y en a qui sont préadolescents, donc d'autres adolescents de 17 ans. Fait que, Ouais, ça mange plus. ah oui, surtout Luc qui vient de partir, lui, vois-tu, il y a 3 ados chez lui. Puis avec 2 gars de 17 ans, fait que je te jure qu'il est content d'avoir de la nourriture. Fait que là, il a mouillé pas mal là, dans les 2 dernières semaines, fait que ça n'a pas eu le temps de sécher, mais... Ah ouais, il a tombé au-dessus de 4 pouces d'eau une shot dans une journée, fait que... Ouais, mais ils sont pas malheureux, je te dirais, là. Nos petits, là, sont bien sales, là. Ouais, ils ont de la boue en masse pour jouer. Ben, en fait, on rit, mais l'été, quand il fait chaud, il faut de la boîte parce que Ouais. les cochons, ils suent pas. Ils ont la misère à contrôler justement le surplus de chaleur. Donc, c'est pour ça que souvent, là, on les voit toujours sales dans l'hiver. Dans l'été, ils vont se trouver un spot avec de l'eau, ils vont se creuser un trou naturellement, puis quand il va mouiller, l'eau va rester plus là. Fait que pour eux, c'est la joie finalement d'être dans de la boîte. Là. Ouais. Ça commence à être beaucoup. Là. J'ai hâte justement de changer de place parce qu'ils vont aller aussi que les bœufs, puis les bœufs vont aller dans le pâturage. OK. Puis ici, on va ressemer ça, ce qui risque de bien pousser. Puis éventuellement, on veut faire l'élevage d'agneaux. Parce qu'on a certaines allergies. C'est surtout ma femme qui est allergique aux protéines bovines, au lactose, tout ça. OK. Donc, elle ne peut pas manger de viande rouge, sauf de l'agneau. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Mais, puis ça, dit en passant, on ne fait pas la reproduction ici. T'sais, on fait juste... C'est tout l'élevage ponctuel, ben, à part sur les poules. tes poules puis tes lapins. Oui, exact. Donc, comme ça, c'est un ami en Beauce ça, qui fait la production de cochons.
L'agneau, j'ai un ami à Trois-Rivières aussi qui fait beaucoup d'agneau. Puis c'est tous des gens qui sont le plus naturels possible. Avec de l'espace, puis on le sait que ça vient pas... Il n'y aura pas un gros choc, dans le fond, entre les deux méthodes d'élevage. Non, exact. Donc, c'est pas mal ça. Donc, le même principe, là, ça a été ma première clôture que j'ai fait quand on est déménagé ici, c'était avec des palettes. Une entreprise nous avait donné ça, j'avais fait un post. Puis un ami a dit « Hey, on a ça à la compagnie. » Fait que c'est tout en palette avec un petit fil électrifié. Parce que, ton fil électrifié, il est à base, quoi? Ouais. Donc là, je serais dû pour le remonter. Il était à 3 pouces au début. OK, ouais. Là, il commence à grandir. Là. Je vais le remonter un peu. Ouais, il commence à être limite. Parce qu'un cochon, ça saute pas, mais ça creuse. Fait que, avant, j'avais juste une palette de haut, puis j'avais aucun problème. C'est rendu à l'hiver que j'en avais encore des cochons, j'ai rajouté une deuxième palette. Mais avant, c'était une palette, puis ça saute pas. Je sais que des fois, ils disent « Ah, j'ai vu une vidéo, c'est pas nos types de cochons. » C'est souvent du sanglichon. Ouais. Mais... ça, c'est bien plus sauvage, puis plus... ça saute pour de vrai, là, mais nos cochons conventionnels, comme nous, c'est un mélange avec du Landrace, du Duroc. Puis sérieusement, il n'y a pas meilleur cochon, je trouve, à élever. Là. Ouais. Puis on arrive à l'automne, après 6 mois, on arrive à peu près à 250-300 livres carcasse de viande. Puis dans le fond, ton abattage, tu fonctionnes comment? Tu fais... Pour nous, pour nos familles, on fait tout l'abattage ici, puis on a notre boucherie aussi, je peux aller te montrer ça. Okay. On s'est fait une petite boucherie artisanale. Puis j'ai des clients aussi qui nous encouragent, que je vends des porcs carcasses, mais pour eux, c'est à l'abattoir et à la boucherie. Oui, dans le fond, ça prend une certification, c'est ça? Non, c'est ça. Fait que j'envoie dans un abattoir, puis une boucherie certifiée, tout ça, sous inspection, puis on n'a pas de problème, puis ils sont contents. On est à peu près 3,50, 4,50 la livre carcasse, dépendant de ce qu'ils se prennent une demi ou un entier. Puis pour nous, ça nous permet de continuer à financer le projet. Oui, ça permet de financer, dans le fond, ta production à toi aussi, ça, une partie? Oui, une partie. C'est surtout, comme là, on est rendu... quelqu'un l'autre jour me demandait combien qu'on doit investir pour être autosuffisant. La réponse pour nous, parce que je te dirais, on n'est pas un modèle à suivre, mais on a un exemple pour se que vous avez adapté selon vos conditions, puis selon... Non, c'est ça. Jusqu'à maintenant, c'est 15 000 qu'on investit en tout et partout, là, en infrastructure, en électricité, surtout parce qu'il n'y avait pas d'électricité ici avant. OK. On est vraiment parti de rien. Fait que, infrastructure, clôture électrique, les poteaux, le bois, les outils aussi. Mine de rien, on a besoin de pelles, de fourches, de tout plein de types d'outils. Bien là, après l'investissement de 15 000, là, c'est rendu juste la routine, le loyer, l'électricité, la nourriture, bien sûr, pour les animaux. Puis là, de plus en plus, comme je dis, on se tourne vers aller chercher la nourriture alternative un peu partout. Fait qu'on diminue notre coût de production. Puis éventuellement, ce que je veux faire pour les poules, j'ai vu ça, encore une fois, en France. C'est un gars, il fait plein d'abris à fumier. Fait que si on fumier à lui, puis des fumiers d'autres mondes viennent les porter. Puis il se fait tellement d'insectes, de vers, tout ça, que ces poules, il y a une centaine de poules, lui, puis ils se nourrissent toutes juste des insectes du fumier. Ouais, ou du compost, ouais. Ouais, exactement. Donc ça m'inspire beaucoup. Fait que je suis en train d'analyser de faire ça pour justement baisser les coûts. Ça mange des poules pareil. Oh, oui, surtout en hiver, des poules, ça mange en maudit. Ouais. Tu veux parler, dans le fond, de ton IBC? Oui. Donc ça, c'est ma petite remorque à eau. Fait que c'est vraiment simple, c'est vraiment 1000 litres. Puis pour pouvoir aller plus loin, j'ai la génératrice. Puis j'ai trouvé ça chez Princesse Auto. Je ne veux pas leur faire de promotion, mais on aime bien Princesse Auto. C'est une pompe à gicleur, un HP, avec des clips. Donc moi, tout se clip facilement. C'est tout rapide, efficace, tout se clip. Avec une sortie d'un tuyau d'1 pouce. Puis sérieusement, je remplis mes 55 gallons, ça doit me prendre 3 minutes. Là. Fait qu'on sauve beaucoup de temps. Avant, c'était à Chaudière. Fait que je dis, on a pas mal évolué depuis. Ah oui, non, ça sauve du temps. Fait que ça a été simple. Puis la génératrice, on l'a en cas de panne de courant, parce qu'on manque souvent d'électricité à 5 minutes. OK. Fait que c'est ça. Donc ça, on parle à peu près avec la génératrice, c'est 800 $, mais la paix d'esprit, puis on peut remplir de l'eau très rapidement. Ouais. Alors, tu transportes toute ton eau. Ouais. Vu qu'on en parlait, je te montrerai notre petite boucherie. Ben oui. C'est vraiment tout petit, mais on parle de table en inox, de lavabo. Puis en même temps, tu vas voir notre zone festive. On fait plusieurs spectacles ici dans l'été là, avec des artistes du coin. OK, cool. Fait que ça, c'est un autre endroit que j'ai tout défriché. Puis ça a été la première cabane. Ça, c'est un fourre-tout. Ça, c'était la première cabane qu'on a bâtie, justement, pour faire notre boucherie puis nos abattages à lapins. Fait que c'est vraiment bien simple. Hein? Ça prend juste des tables, un évier, puis de la lumière. Puis on s'installe ici, on est 3 gars, on fait toutes nos coupes de viande, on amène de la glace.
Puis ici, on passe facilement 1 à 2 porcs là, par jour quand c'est le temps de l'abattage et tout ça. OK, cool. Puis pour le vieillissement, aussi, les gens vont me dire, ben tu fais vieillir ta viande comment? On a fabriqué une petite chambre froide. Dans le fond, c'est un air climatisé trafiqué, puis je descends jusqu'à 2 degrés sans problème. Ouais, t'as acheté un bypass dans le fond. Puis, ouais. Ben, justement, j'ai fait une formation dernièrement là-dessus, puis il y avait plein de gens intéressés qui ne savaient pas comment faire une vraie chambre froide, mais sans dépenser 1500, 2000, 3000 $, même ça allait vite. Là. Ah ouais. Moi, ça m'a coûté 500, puis on a une belle petite chambre froide. Je t'en montrerai au pire tantôt, vite fait. Ouais, c'est bon. Puis ça, ben, comme on est des gens qui aiment ça fêter un peu, on est tous dans la trentaine, puis on a le coude léger, ben, on s'est vraiment bâti une petite zone festive. Fait qu'on a un stage en anglais. Là. Ouais. Petite salle de spectacle extérieure. Oui, exact. Fait que quand s'il pleut, on a plein de tentes partout. Fait que là, le dernier spectacle, c'était à la Saint-Jean, on était à peu près 50, 60. OK, quand même. Puis, non, c'est vraiment cool. Puis le 18 août, justement, pas pour faire de promotion, mais le 18 août, on a Décorum, un groupe montréalais qui sont connus sur la Côte-Nord, qui viennent faire un spectacle ici. En première partie, on a JP, un artiste de Mirabel. Puis en troisième partie, un gros spectacle de feu, de jonglerie de feu qui va se passer dans ce coin-là. Donc, moi, j'en fais partie. Ah ouais, tu fais de la jonglerie? Ouais, un peu. Là, je fais beaucoup de tambours. Okay. J'ai commencé aussi à jonglerie de feu et tout ça. Puis on s'amuse, mettons. Ah, ben, c'est cool, ça. Ben, le but, c'est aussi d'avoir du plaisir ici. Là. Ben oui. Ouais, ben, c'est de rendre l'endroit super convivial puis plaisant. Puis... Ben oui. Justement, l'année passée, on avait fait un enterrement de vie de garçon un ami d'un de nos amis, puis ils ont capoté. Là, ici, là. On avait rajouté un petit peu d'ambiance, style tribal. Là, puis OK. on a fait une coupe d'épreuves, disons. Là. Fait que je vais te montrer à l'intérieur. Là, c'est ça, on a fait l'abattage des poulets à chair la semaine passée parce qu'on avait 100 poulets à l'intérieur il y a moins d'une semaine. Mais les installations aussi sont toutes créées pour que tout soit proche et rapide. Dans le fond, en consommant le tout, j'ai calculé le nombre de pas à faire pour nourrir les animaux à chaque jour. Parce que c'est une vieille madame, vraiment. Elle était vieille, là, je pense 85, 80, tout dans 80 les gens que j'ai rencontrés souvent. Parce que je veux avoir du savoir d'antan un peu. Ouais. Puis elle me disait, calcule tes pas, mon jeune. Parce que en vieillissant, c'est important de savoir. Puis si tu veux le faire longtemps, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je me suis dit, mais c'est vrai, au lieu de prendre 1h30 le train du matin, je suis capable de faire ça en 1 heure, même 45 minutes. Fait que j'ai tout conçu que tout soit proche. Ouais, parce que toutes tes portes, dans le fond, sont directement à l'entrée. Oui, exact. Puis, tu sais, là, ici, il n'y a plus d'animaux, mais comme dans le poulailler ou les lapins, toutes les nourritures sont dans des bacs de métal pour justement empêcher les rats de les manger, mais pour que ce soit tout à proximité. Okay. Des fois, les gens ne pensent pas à ça, puis ils font des back and forth souvent pour nourrir les animaux. Oui, puis ça vient éreintant à longue. Oui. Fait que ici, ben, ça, c'est notre petit enclos à poulet. Là-dedans, il rentre facilement le 100 poulets. On pourrait en mettre plus, mais on aime ça qu'il y ait de l'espace. Puis ici, en ce moment, ben, c'est les petits porcelets quand on les reçoit. Là, il en reste 2. Là. Ils ne sont pas encore assez gros pour aller dehors. Fait que c'est pour ça qu'ils sont tout propres. Mais c'est ça. Fait qu'en attendant, ils grossissent ici, après ça, on les envoie dehors. Puis notre fameuse chambre froide. J'ai pas fait le ménage, mais c'est utile. Elle n'est pas finie non plus. Ça, c'est notre chambre froide que j'utilise pour, comme je disais, pour faire vieillir notre viande. Puis l'hiver, on met juste une petite chaufferette à 2 degrés. Puis on conserve tous nos légumes ici. Tu fais le contraire, dans le fond. Ouais, dans le fond, Au lieu de refroidir, tu réchauffes juste un petit peu. Ouais, puis j'ai plein d'étagères, fait que là, on met tous les légumes. Puis on peut accueillir ici 2 porcs. Tu sais, on a 10 pieds de long par 5 pieds de large, donc on peut accueillir 2 porcs en quartier. Puis en légumes, là, on stocke pas mal, là, je te dirais pas loin de 300-400 livres de patates faciles avec tous les oignons, les courges et tout ça. Puis ton porc, tu les laisses vieillir quand? Nous, comment de temps à peu près? 2 jours. 2 jours? Il y a toute une mentalité derrière ça. Si on va en France, il y en a qui ne font pas vieillir, comme il y en a qui font jusqu'à 6 jours. Au Québec, la norme, c'est 2 jours. OK. J'ai essayé 2 jours, 4 jours, 5 jours, puis il n'y a pas de différence à mon humble avis. Okay. Fait que là, c'est l'atelier un peu en bordel, là, parce qu'on travaille fort. Attends, ton eau, dans le fond, oui. Juste regarder ton système d'eau. Oui, c'est toujours le même concept. C'est le même principe. Oui, pour les poulets, parce qu'on trouvait ça long de remplir les abreuvoirs à la main. Oui, puis c'est long, c'est de la merde à nettoyer, on va vraiment. Puis là, ben, j'avais vu ça, c'est juste une vidéo promotionnelle, je pense que c'était pas Chabot. Un petit producteur proche de Trois-Rivières, puis je voyais, il y avait plein de poulets, puis de poules, puis tout. Puis là, j'avais spoté son petit abreuveur, je disais, c'est pas fou, puis ça, c'est un coup de guenille, puis c'est rendu propre. Ouais, c'est ça. Puis encore une fois, toujours un 55 gallons, une petite hausse à pluie pour les barils de pluie, puis par gravité, ça se remplit tout seul. Ouais, c'est parfait, ça. Ici, on arrive au cœur, où est-ce que tout a commencé ici, c'est notre clapier. Donc, on avait commencé, comme je te disais, il y a
3-4 ans par les lapins. Avec des petits chats aussi. Oui, ben ça a tellement été difficile de trouver des chats de ferme. Là. Ils donnent ça des chats, mais c'est toujours des chats d'intérieur. Puis nous, on avait besoin d'un chat qui avait un peu l'instinct de chasse, surtout parce qu'on avait des problèmes de rats, comme je te disais avant. Ouais. Puis là... Parce que dans le fond, tu as un ruisseau qui est proche. Là. Ouais, on a 2 ruisseaux ici qui se croisent, qui arrivent de la ville, du village, puis des champs. Fait que ça fait... Quand il pleut ici, c'est tout le temps inondé en bas, ça dit en passant. Okay. Tout le temps beau à voir, le stage flotte. Mais, fait qu'on n'a pas des problèmes de rats. Fait que j'ai réussi à trouver un organisme qui sauvait les chats de ferme au Québec. Puis là, il y en avait 2, je pense que c'était en Estrie, et ils les ont envoyés ici. Puis là, on a commencé la reproduction justement de petits chats pour tous nos clients qui partent en autosuffisance alimentaire ou qui achètent une fermette, puis ils ne veulent pas dépenser 100$ par semaine, par mois de parasites, là, des exterminateurs. Ouais. Un chat, là, on a 5-6 chats, ça coûte 60$ par mois à peu près de nourriture, puis on n'a plus de rats depuis qu'on a des chats. Ouais, ils font le ménage eux autres. Ouais. Ils se nourrissent en même temps. Donc ça, c'est nos premières cages que j'avais fait faire sur mesure, un petit peu plus grandes que les conventionnelles. Ouais. Puis les gens vont souvent penser que les lapins, c'est malheureux, dans une cage horaire, mais en fait, ils ont besoin de se sentir en sécurité, comme dans un terrier, parce que il y a vraiment des études qui démontrent qu'un lapin à grand air ouvert, un gros enclos comme l'autre bord, ben, il va toujours être anxieux, il va toujours essayer de se cacher, mais il n'y aura souvent pas de cachette. Puis il va mourir plus jeune, il va être plus anxieux, il va être moins fertile aussi, il va avoir moins de portée, tout ça. Donc, en offrant une cage de même avec justement une maternité, ben, ils ont de l'espace, on les voit, ils sont couchés, ils sont heureuses. Mais c'est sûr qu'éventuellement, dans le groupe, ils aimeraient ça des plus grandes cages. Faut qu'on a comme projet de tout refaire ça ici puis de faire des méga grosses cages pour chaque lapine. Okay. Juste pour avoir encore plus de bonheur. Puis plus d'espace puis tout, ouais. Ouais, exact. T'as des repose-pattes aussi? Oui, exact. C'est très important en fait, là, parce que juste le grillage, ça peut abîmer les pattes à la longue. Puis comme tout ça, c'est des mamans que j'ai depuis 2019. Puis ils sont encore très productives. Et ils font entre 8 et 12 bébés par portée. Puis il n'y a pas de problème. On gère la lumière. Ils ont 14 à 16 heures de lumière par jour. Puis on fait des batchs à l'année. Là. Comme ici, c'est tous nos adolescents. Là. Ils sont déjà tous vendus à une cliente de la Gaspésie qui va descendre nous voir justement pour partir en élevage. Elle voulait du Californien, elle voulait du Nouvelle-Zélande. Fait que on y a tout fait pour elle. OK. Puis elle va partir en élevage de lapins pour elle, toute sa famille, ses voisins, pour s'autosuffire avec cette viande-là, parce que c'est une des viandes qui coûte le moins cher à produire, qui est le plus facile à faire, je trouve, personnellement. Ouais, moi aussi j'en ai, puis je trouve vraiment que c'est vraiment le fun, le lapin. Ben oui, tant que t'es propre. Je pense que le secret, c'est la propreté, puis d'être assidu. Exemple, là, nous, on avait encore une fois l'eau à gravité, mais à chaque nettoyage, à chaque semaine, on vide les casiers. On vérifie les pipettes ils coulent encore, parce que c'est souvent ça le problème de ça, c'est les pipettes ils vont couler en continu. Ouais, ou il coulera plus pantoute, puis le lapin va mourir déshydraté. Donc c'est plein de petits détails, mais qu'un coup tu sais dans ta routine. Dans ta routine, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on a beaucoup réduit. Avant, j'avais plein de cages extérieures, des cages roulantes, qui broutaient le gazon, ils tondaient le gazon en même temps, mais on a beaucoup réduit notre production, étant donné qu'on a d'autres animaux maintenant qui s'est rajouté. Pendant que tu es là, je vais te présenter aussi, ça c'est en formation avec Dominique Lamontagne, je pense que j'ai déjà parlé de lui. Mais il m'a beaucoup appris aussi il y a quelques années. Ça c'est notre poussinière en fait. C'est un 1000 litres coupé en deux avec 2 par 4. Puis ça c'est des petits chanticleers. Dans le fond, j'avais une amie qui voulait partir un petit élevage. Donc j'ai incubé des œufs, puis ça c'est ceux qui nous restent. Donc on va sûrement les donner à quelqu'un qui va lever la main. Mais sinon, tous nos poussins, quand on fait des batchs aux poussins, ça coûte 40 à 50. Puis ça va tout là-dedans pendant 2 semaines. On gère la température avec l'Ingbird. Parce que même l'été, on a commencé à 32 degrés, puis on baisse à chaque jour de 1 degré. Parce que notre pourcentage de perte, autant les poulets à Charras que les Chanticleers, on est entre 1 et 3 de pourcentage de perte maintenant. Ouais, c'est un bon pourcentage, ça, c'est du bon sens. Ouais, parce qu'en 2019, on était à 15 10 ouais. C'est des coûts à un moment donné qu'on perd. Donc, avec toutes les barèmes de contrôler la chaleur, l'humidité, contrôler la lumière, tous des petits détails de même, on a réussi à baisser notre pourcentage le plus faible possible. Cool. Puis, c'est ça, je te dirais, c'est la clé de notre succès dans notre projet, c'était vraiment la coopération. Puis là, il est en train de travailler, mais on a des amis qui sont en train de semer plein de plantes sauvages pour faire des savons, pour faire des revitalisants, des shampoings et tout ça. Puis, plus du homemaking, dans le fond, c'est ça? Oui, exactement. Donc, même, en fait, si on calcule, on est rendu à 6 familles. Eux, ils n'ont pas de viande, par contre. Là, ils ne touchent pas à la viande. Ils ne veulent pas investir là-dedans.
En tout cas, il ne voulait pas se lancer là-dedans tout de suite, mais le truc, notre résultat a fait en sorte que c'est à cause de la coopération qu'on s'est tous mis ensemble, puis aussi au niveau des coûts. Ouais. C'est surtout le temps. Puis ça, je dis tout le temps aux gens qui veulent se lancer là-dedans. Je dis, bien, regardez avec vos voisins. Oui, ceux qui sont intéressés. Oui, tu sais, comme dans le Bas-Salaran, j'en ai un qui démarre ça, puis c'était avec son voisin. Il a acheté une grande terre, lui, je pense qu'il a 300 000 pieds carrés, avec de la forêt puis tout, mais il plante des arbres l'été, tout ça, puis il a moins de temps, puis il est venu justement en formation chez nous pour démarrer ça, puis là, il s'est associé avec son voisin, fait que lui, quand il s'en va, son voisin s'en occupe, puis là, il est en train de prospecter pour peut-être trouver d'autres gens embarqués, mais ça émerge beaucoup, là, la coopération, puis je pense que c'est ça la clé du succès pour tous ceux qui voudraient faire ça. Oui. OK, cool. Merci.